Bonsoir et bienvenue pour la table ronde de clôture de cette journée co-organisée par l'Institut Open Diplomacy avec MBS, l'école de commerce de Montpellier, qui nous aide à faire cette étape en Occitanie pour parler des sociétés inclusives, de la société avec un grand S et du rôle que les entreprises jouent, ont joué, vont jouer dans la cohésion sociale. On a beaucoup parlé aujourd'hui de leur rôle, de la confiance qui est nécessaire à ce que ces politiques d'inclusion fonctionnent et contribuent effectivement à la cohésion nationale. On a évidemment, comme toujours, parlé des attentes des générations futures et aussi d'un paradigme qui fait débat, la croissance inclusive. Donc plusieurs panels passionnants dont on va s'efforcer de faire la synthèse, de voir les choses par le haut. Dans cette 6e étape des rencontres du développement durable, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en plateau, dans un ordre non protocolaire et plutôt géographique, Audrey Koenig, qui est la directrice générale de Natixis Wealth Management, donc une banque de grande fortune, d'un groupe bancaire considérable en France. Juste à sa droite, Yannick Blanc, qui est préfet, qui est vice-président de la Fonda, un des partenaires civiques de l'Institut Open Diplomacy sur ces journées des rencontres du développement durable et qui a notamment exercé la responsabilité de haut commissaire à l'engagement civique. Un peu plus à droite vers moi, Caroline Fourest, journaliste, essayiste, autrice de nombreuses publications sur ces questions de cohésion nationale. Et depuis les antennes, on a également Marie-Alette Grard, qui est la présidente d'ATT Quart Monde en France. Bonjour Marie-Alette, j'espère que vous nous entendez bien. Bonjour, je vous entends très bien, merci. Merveilleux, on est bien connecté avec vous. Et il y a également Jean Birnbaum, journaliste qui écrit pour Le Monde, auteur du fameux essai « Le courage de la nuance ». Merci Jean, j'espère que vous êtes bien connecté avec nous aussi. Ouais, je suis très, très bien connecté. Ouais. Parfait, et vous avez le métronome juste derrière vous pour nous aider à garder le tempo, je l'aurai dans l'oreillette. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. On va se lancer dans ce débat conclusif, si j'ose dire, même si Flaubert disait que la bêtise consiste à vouloir conclure, alors on va essayer de conclure sans conclure, si j'ose dire. Je voulais vous commencer par s'interroger sur cette espèce de climat dans lequel nous sommes, montée des extrémismes, anti-parlementarisme de plus en plus violent, vigoureux, parfois dangereux. On assiste à une hystérisation du débat public, on le voit avec ces mouvements anti-vax, anti-pass qui remettent tout en cause, y compris l'autorité scientifique. 2 ans après le début de la crise des Gilets jaunes, et malgré le grand débat national, il semblerait que la cohésion sociale soit toujours, si ce n'est plus, extrêmement fragile en France, ce qui rend, et c'est pour ça qu'on a organisé cette journée sur la cohésion sociale, une transition qui est complexe et urgente et anxiogène, assez difficile. Donc on va essayer de s'efforcer d'analyser cet enjeu. Pour commencer, je voudrais me tourner vers Marie-Alette Grard, je le disais tout à l'heure, présidente d'ATT Quart Monde en France. Marie-Alette, vous travaillez vous-même sur les inégalités et on peut observer que ces inégalités n'ont fait que s'accentuer. Est-ce que vous pouvez, peut-être qu'on pose simplement le constat que tout le monde comprenne bien ce que ça signifie, ce paysage inégalitaire, comment ça se matérialise, quels sont les écarts, ce que ça implique aussi pour les Françaises et les Français? Alors, au début de cette crise sanitaire, de cette crise Covid, il y avait 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, qui est déjà énorme pour un pays comme le nôtre, 6e puissance mondiale. Évidemment, ça paraît quand même assez démesuré. Hélas, plus d'1 million de plus à ce jour de la crise que nous vivons depuis 1 an et demi. Ce qui veut dire que malheureusement, l'indicateur qui est assez mauvais, je trouve en particulier, c'est que non seulement les personnes sont devenues plus précaires et qu'il y a plus de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays, mais que la grande pauvreté, c'est-à-dire c'était des personnes qui vivaient déjà de façon très précaire dans notre pays et qui se sont retrouvées encore plus précaires à cause de cette crise sanitaire et qui donc se retrouvent dans la grande pauvreté, donc avec des soucis dans le domaine du logement, dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, de la santé. Et hélas, on le sait, lorsque l'on vit dans la grande pauvreté, on n'en sort pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que depuis 20 ans, c'est la première fois, la grande pauvreté augmente de nouveau dans notre pays. Et ça, c'est vraiment pour nous un point assez inquiétant.
Et puis, je ne veux pas vous donner que de mauvaises nouvelles, mais dans ce premier point où vous me donnez la parole, hélas, quand même dire aussi que les plus pauvres se trouvent de moins en moins respectés dans notre pays. Leurs droits sont bafoués chaque jour davantage, c'est-à-dire que si les plus pauvres ont été hébergés en grande partie pendant cette crise sanitaire par les autorités de notre pays, hélas, on voit aussi que le logement durable qui permet aux gens de voir le futur, de voir demain de façon plus sereine, le logement pour les plus pauvres diminue considérablement dans notre pays et qu'hélas, les politiques publiques ont décidé de dépenser des fortunes dans l'hébergement et non dans un logement durable pour les personnes les plus défavorisées. Ça, c'est un point aussi qui nous inquiète beaucoup. Oui, tout à fait. Merci d'avoir pris cet exemple très concret de ce que signifie le développement de cette extrême précarité. Et ça reboucle avec le premier des objectifs de développement durable, qui est la matrice avec laquelle on a pensé ces rencontres du développement durable. Le premier objectif, c'est précisément réduire l'extrême pauvreté définitivement. C'est censé être le but d'ici 2030. On avait fait d'énormes progrès. La crise Covid nous a fait perdre... Vous avez fait un grand retour en arrière et vous le disiez, ces inégalités, elles sont durables pour le coup, puisque pour quelqu'un qui naît dans la classe la plus défavorisée, il faut 6 générations d'après l'OCDE pour se hisser dans la classe moyenne. Sur ce fond d'inégalité, qui est un sujet documenté, redocumenté, re-redocumenté, s'ajoute une désaffection démocratique très forte. Yannick Blanc, je me tourne vers vous, qui avait entre autres responsabilités passionnantes, été haut-commissaire à l'engagement civique. La participation démocratique, elle ne va pas mieux que la cohésion économique et sociale. Et j'aimerais, pas pour se faire plaisir avec des chiffres qui font peur, mais que vous puissiez nous aider à diagnostiquer le sujet, parce que c'est la version politique de cette histoire économique. Les institutions démocratiques vont mal. On peut même dire que le système politique de notre pays est en cours d'effondrement. Les partis politiques se sont effondrés, ceux qui ont structuré la vie politique pendant plusieurs décennies ont disparu ou ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les partis politiques émergents sont eux-mêmes une très grande fragilité. La participation citoyenne, l'engagement des gens ne suit pas la même pente. Entre 2002 et 2017, l'engagement bénévole mesuré par le nombre de participations bénévoles des gens et la durée de leur engagement bénévole, en 15 ans, l'engagement bénévole a été multiplié par 2,5 dans notre pays. Donc pendant toute cette période du début du XXe siècle, où l'ambiance était à justement la déploration de la montée de l'abstention, de la disparition du militantisme, de l'affaiblissement du syndicalisme, etc., sous d'autres formes, sur d'autres terrains, et notamment sous la forme de l'action, les gens se sont davantage engagés. Il y a aujourd'hui dans notre pays, chaque année, une vingtaine de millions de Français qui ont au moins une participation bénévole. Il y en a 12,5 millions qui sont bénévoles dans des associations. Il y en a 5 à 6 millions qui sont bénévoles au moins une fois par semaine dans une association. C'est une force civique considérable. Et ce qui est significatif, c'est que cette force qui existe depuis bien longtemps, qui est présente dans toute la société, qui est indispensable à l'exercice de fonctions sociales tout à fait élémentaires, et je ne pense pas seulement à un TD Quart-Monde et à la solidarité, à l'aide à la grande pauvreté, à l'action envers les gens qui vivent dans la rue, mais à beaucoup d'autres choses. Cette réalité sociale profonde, elle est à la fois méconnue, peu reconnue et parfois même méprisée par le politique. Mais bien sûr, merci M. Blanc de montrer qu'en fait le tableau n'est pas tout à fait aussi noir que ça, c'est-à-dire le vase communicant démocratique communique avec celui de l'engagement civique, c'est ce que vous venez de nous décrire, fondamentalement cette translation qui montre que les Français ne se désintéressent pas de la politique mais la vivent différemment. Néanmoins, le débat démocratique vit complètement différemment puisqu'il vit à l'aune de l'engagement dans l'action parfois microscopique et pas avec une vision globale. Ce problème de vision, de qualité fondamentalement du débat public, de structure du débat public, Jean-Pierre Baume, je voulais me tourner vers vous parce que
ces fractures sociales, ces fractures démocratiques, elles ont un prix. Elles ont le prix d'une forme d'hypertension politique dans le pays. Et vous qui plaidez pour le courage de la nuance, est-ce que vous seriez en mesure de nous apporter une réponse nuancée à cette problématique ? Écoutez, j'espère. C'est vrai que tout ce qui a été dit était très intéressant. C'est de commencer par ces enjeux sur la pauvreté, de continuer sur le logement, la question de l'engagement civique. C'est vrai que moi, vous avez cité le livre qui s'appelle Le courage de la nuance, mais finalement ce livre, je l'ai écrit aussi à cause d'un certain contexte, c'est une certaine ambiance. J'ai pris cette phrase d'Albert Camus qui dit « Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison ». Et effectivement, aujourd'hui, il y a une ambiance comme ça d'hystérisation du débat, de brutalisation, un peu de fantasme de pré-guerre civile, où on a l'impression que chacun cherche à désigner un ennemi principal, où on chasse de plus en plus en meute sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et en même temps, donc c'est pour ça que moi j'ai eu envie de faire ça, et en même temps, si vous voulez, j'ai été assez fasciné pour donner aussi une touche positive et presque optimiste, c'est qu'en fait, au départ, j'ai voulu faire une série d'articles dans Le Monde, très simplement en me disant, je vais essayer de faire du bien à des gens qui, comme moi, pleurent un peu dans leur lit le soir en étouffant dans cette ambiance assez apocalyptique et surtout à la fois de pauvreté, de crise des institutions et puis de brutalisation du débat où on a l'impression que chacun est sommé d'être rivé à son camp, à un camp, à une meute, etc. Et en même temps, je vous avouerai que j'ai été agréablement surpris parce que, après avoir publié une première série d'articles dans Le Monde sur le sujet, et ce qui m'a donné envie d'écrire un livre, c'est que j'ai eu plein de réactions de jeunes gens de plein de milieux différents, etc., me disant « mais oui, c'est vrai, on étouffe, on a envie de respirer ». Et donc, à la fois, il y a ce constat global, oui, de crise du système politique, de crise de l'engagement, de grande précarité, etc., donc de crise du futur, de crise de l'espérance. J'espère qu'on y reviendra, parce que comment on peut s'engager radicalement, comment on peut s'engager avec cœur quand il n'y a pas d'horizon, quand il n'y a pas d'avenir, quand il n'y a pas d'espérance radicale ou de choses qui vous donnent envie de vous projeter vers le futur, c'est pas évident. Mais sur ce fond-là, il y a quand même, j'ai rencontré moi toute une jeunesse qui souvent est silencieuse parce que dans ce brouhaha de la mauvaise foi, du soupçon, de la brutalisation, etc., eh bien, quelles que soient les générations, ceux qui tiennent à la nuance comme quelque chose qui n'est pas tiède, qui n'est pas lâche, mais qui est simplement, au contraire, un courage, une bravoure, qui est la volonté de regarder le réel dans ses contradictions, de ne pas voir le monde en noir et blanc, de remettre de la couleur, quitte à se mettre les fanatiques de toutes les couleurs à dos et en face. Eh bien, sur ce fond-là, il y a quand même un désir, il y a quand même d'immenses, non seulement, on le disait à l'instant, de grandes capacités d'engagement, beaucoup de cœur, beaucoup de volonté de changer les choses, et puis aussi un désir de complexité, un désir de patience aussi. Je pense qu'un des combats à mener aujourd'hui, c'est de retrouver le temps, la patience de la nuance, c'est pas du tout de quelque chose de mou, de tiède, qui relève du juste milieu, mais au contraire d'une sorte de douce frontalité, de patiente frontalité qui parie sur le fait que dans le brouhaha des évidences et des préjugés, il y a rien de plus radical que la nuance. Mais, et on y reviendra j'espère tout à l'heure, ça implique bien sûr qu'il y ait autre chose que des constats déprimants et qu'il y ait pour la jeunesse notamment un horizon d'espérance vers lequel se jeter en avant. Merci beaucoup Monsieur Birnbaum. Je me permets un commentaire un peu glissant parce qu'en fait, en disant ça, vous avez, en appelant la patience à la complexité, à être radicalement modéré et modérément radical, vous avez résumé l'objectif fondamental de ces rencontres qui, de la France insoumise aux Républicains, rassemble toutes celles et ceux qui ont une pensée politique élaborée sur ces sujets-là et plus de 70 organisations, dont beaucoup de bénévoles. Et comme on parle d'engagement social et de cohésion, et qu'on a un écosystème foisonnant et vibrionnant de gens qui ont envie d'aller dans les détails, je voudrais leur rendre hommage avec l'ouvrage de Jean Birnbaum, puisque la complexité, c'est précisément ce qui nous amène à traiter de façon systématique ces 17 objectifs de développement durable. Après cette minute d'autocongratulation, je m'arrête pour reprendre le fil de notre conversation, parce que précisément, cette hypertension sociale, elle se nourrit de logiques qui parfois nous échappent, nous violentent, nous touchent. Il semblerait que les valeurs françaises, on parle souvent de l'universalisme à la française, de l'universalisme républicain, soient mis en cause, que ça touche à notre identité nationale.
Et il s'agit pour nous, dans le panel d'aujourd'hui, là, de comprendre un peu dans quoi ce mouvement historique s'inscrit et cerner la portée de ce défi sociopolitique dont on vient de parler. Pour commencer à discuter de ça, je me tourne vers vous, Audrey Koenig. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Natixis Wealth Management, donc on est dans l'univers de l'industrie financière. Pour les entreprises, ça devient difficile de recruter sans faire appel à des logiques de discrimination positive. Parfois, on vous outille de gré ou de force de grilles de lecture anglo-saxonnes intersectionnelles qui aujourd'hui sont aussi vecteurs de tension dans les entreprises. Et donc la question que je me pose, puisque c'était un des sujets du jour, c'est comment est-ce qu'une entreprise peut travailler sereinement à apporter sa contribution à la cohésion sociale, y compris dans un moment de crise de confiance comme celle que nous traversons, alors que les logiciels, entre guillemets, élémentaires que les boîtes ont à portée de main sont plutôt de nature à créer aussi de la défiance. Alors j'y reviendrai aussi parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai retenu la présente intervention. Je pense que le fait de donner un peu d'espoir et un peu de perspective, c'est un des enjeux auxquels les entreprises privées ont à faire face. Alors le côté contrainte en matière de diversité ou quelle qu'elle soit, moi je le vis pas comme ça et j'ai la chance dans l'entreprise dans laquelle j'évolue et dans la finance que c'est pas ressenti comme une contrainte, mais c'est plutôt sorti comme une obligation qu'on se donne pour être au rendez-vous sur plein de sujets. Cette diversité, elle nourrit l'entreprise, elle nourrit ce que les collaborateurs peuvent apporter à l'entreprise et inversement ce que l'entreprise peut apporter à ses collaborateurs. Je le vois sur plein d'aspects. Si on parle d'égalité, on parle souvent de l'égalité homme-femme. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a les recrutements, mais pas que. Il y a l'égalité salariale sur laquelle on s'engage fortement. Il y a aussi l'accès à des postes à responsabilité. Alors, j'en suis la preuve, je suis ravie. Mais il y a également aussi comment est-ce qu'on a, suite à cette crise sanitaire, intégré le travail hybride. Tout le monde s'est dit le télétravail, ça va être une catastrophe, ça va être l'horreur. Alors je pense que les gens ont besoin de se retrouver. Mais je pense qu'on a aussi offert plein de flexibilité, plein de souplesse aux collaborateurs, que ce soit les femmes, mais pas que, parce que la contribution maintenant, elle peut être à la fois féminine et masculine. Et je pense que le travail hybride, à partir du moment où vous expliquez comment est-ce qu'il doit s'articuler et que le manager l'intègre, et j'y reviendrai sur les pratiques managériales, je pense que c'est un vrai plus et c'est aussi un moyen d'intégrer des gens de populations très différentes. Oui, donc on voit bien ce que les entreprises peuvent faire et en même temps, souvent elles font, et c'est pas je dis pas ça en incriminant Natixis, c'est pas du tout mon propos, mais elles font dans une matrice de pensée qui peut être contre-productive. Et c'est vers vous que je voudrais me tourner, Caroline Forest, pour réfléchir à cette question, puisque on l'entend régulièrement maintenant. Il y a des politiques de diversité et d'inclusion dans les entreprises qui disent voilà, on veut tant de femmes, on veut autant de LGBT, on veut tant de personnes de couleur, et puis quand vous cochez les 3 cases, c'est bingo, on y va. Donc ces logiques intersectionnelles qui ont qui ont un sens sociologique, puisque c'est vrai que quand on cumule plusieurs discriminations, on cumule donc plusieurs fardeaux, mais en même temps, ça étiquette les gens, ça les enferme parfois dans des cases qui sont violentes, et ça, on ne se rend pas compte à quel point ça n'est pas forcément conforme au logiciel de valeurs françaises. En tout cas, c'est la thèse que vous portez, et j'aimerais bien comprendre comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire revivre via les entreprises, via toutes les organisations qui font la cohésion sociale au sens complet du terme, on peut repuiser dans l'universalisme à la française. Alors d'abord, je voudrais lever un malentendu. Le but n'est pas de coller forcément un modèle culturel parce qu'il serait français ou parce qu'il ne serait pas français. C'est pas du tout le sujet. Moi, je viens du militantisme contre les discriminations, et il y a 25 ans, quand je me battais avec des amis pour leur expliquer qui m'expliquaient qu'ils étaient marxistes, qu'il fallait d'abord penser à la lutte contre les inégalités économiques et sociales en premier, et qu'une fois que la révolution sociale serait faite, on pourrait s'occuper des discriminations de genre, des discriminations racistes, et que tout ça était un peu secondaire et un peu petit bourgeois. À l'époque, j'essayais d'aller plutôt contre cette façon de faire des priorités au détriment de la lutte contre les discriminations. Oui. Et là, on revient un peu à assumer la complexité, parce que tout ça est entrelacé. Mais la complexité, c'est assumer que les choses changent, en réalité. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à être accroché à un logiciel de pensée. Je cherche à regarder la réalité telle qu'elle bouge, et souvent, on passe dans l'histoire d'un excès à un autre. 25 ans plus tard, j'ai le sentiment aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit par la présidente d'ATD Quart Monde et parce que Yannick Leblanc a rappelé aussi, c'est que 25 ans après, on est passé à un autre extrême.
tout le monde a le mot inclusif à la bouche, tout le monde a le mot diversité à la bouche, et on a l'impression que ça peut suffire en fait à faire un peu diversion. Pardon. Même les talibans sont maintenant pour l'inclusivité, c'est fabuleux. Alors les talibans ont promis un gouvernement inclusif. Alors c'était surtout inclusif de toutes les tendances salafistes, mais donc chacun a sa définition de l'inclusion, si vous voulez. Elle peut être extrêmement limitée. Donc si des entreprises pensent qu'en mettant juste le mot inclusif, un peu de couleur sur des affiches, et en réduisant leurs salariés à cette fonction de représentativité, et effectivement au risque en plus de les enfermer dans une forme de différence qui devient soudainement extrêmement exotique, très marketing et un peu superficielle, et que ça cache une réflexion beaucoup plus profonde sur comment on lutte contre un phénomène qui est celui, pour le coup, de notre époque, qui est pas que notre époque, mais qui est l'explosion des inégalités, qui vraiment crée de l'exclusion, et pas de l'exclusion, on ne parle pas de gens qui sont à un niveau CSP++, et qui, parce qu'ils ont, soit ils sont homos, soit ils sont juifs, soit ils sont noirs, peut-être des choses à prouver dans le regard de l'autre. Enfin, à un certain niveau social, ce sont des combats que l'on peut mener. Par contre, quand on appartient à une classe sociale, vous l'avez rappelé, Thomas, et c'était très important, il faut 6 générations pour en sortir. Et donc, je tends plutôt à alerter dans l'autre sens aujourd'hui, parce que je pense qu'on a besoin d'un effort collectif pour faire en sorte qu'on ne mette plus autant de temps à changer de classe sociale, et pour qu'on lutte profondément contre ces inégalités, contre la très grande pauvreté, et que les entreprises ne se lavent pas les mains de ça, de cette réflexion-là. Donc après, j'entends, et encore une fois, c'est très positif qu'elle se pose aussi la question des codes. Pardon, c'est très positif qu'elle se pose la question de savoir, par exemple, qu'est-ce qui freine l'ascension d'une femme dans une entreprise, entre la question effectivement des crèches, la question de ce qu'on fait peser comme travail et des horaires, tout ce qui entrave l'ascension. Les congés de paternité qui donnent des responsabilités. Mais ça, c'est des réflexions très universalistes. L'universalisme, c'est ça. L'universalisme n'est absolument pas, pour répondre à votre question, c'est absolument pas de refuser de nommer les discriminations, de regarder en face ces obstacles. Au contraire, ce sont ces obstacles qui font au contraire barrage à l'universalisme. Par contre, c'est autre chose que de vouloir tout gérer ou prendre des raccourcis en considérant qu'on va faire des quotas diversité, qu'on va faire des concurrences entre les victimes. En fait, le vrai souci... Voilà. C'est ça que j'allais vous demander, parce que tout à l'heure, vous avez employé le verbe enfermer, là vous venez de dire assignation. On est dans cette logique de, finalement, à force de chercher des catégories dont il faut prendre soin, parce que ça part d'une bonne intention quand même, hein, partons quand même de cette idée, finalement on finit par remettre des étiquettes sur des individus qui cherchent plutôt à se libérer de ça. En fait c'est ça, c'est qu'une entreprise ne peut pas, ou le monde en général, ne peut pas vouloir défaire les catégories qui ont généré par stéréotype des préjugés, et vouloir au contraire redurcir ces catégories. Or, nous vivons dans un monde, pour le coup, la fièvre identitaire est partout. C'est-à-dire que la fièvre identitaire a même gagné l'antiracisme et l'antisexisme, qui étaient avant des mouvements où unanimement ce qui nous réunissait, c'était de vouloir déconstruire ces catégories de préjugés, déconstruire par exemple le mot race, c'était quelque chose qui nous réunissait. Oui. Or, par le biais d'un langage anglo-saxon qui vient d'une société post-ségrégationniste, on a réimporté le mot race, on a réimporté l'idée qu'il fallait mettre en avant notre spécificité raciale. Je mets ce mot entre guillemets parce que personnellement il m'horrifie, mais aujourd'hui il est dans tout le vocabulaire franglais qu'on peut utiliser, ce qui fait qu'on est en train de revaloriser des catégories qui génèrent des stéréotypes et des préjugés sous prétexte effectivement de diversité et de bonnes intentions, mais une fois qu'on a régénéré ces stéréotypes, la machine infernale, on assigne les gens. Absolument, merci beaucoup Caroline Forest. Je me retourne à nouveau vers Jean Birnbaum, je rappelle, journaliste au Monde, auteur du Courage de la nuance. Cette fièvre identitaire, ça fait partie de la fièvre sociale générale que j'évoquais en introduction. Cette tendance qu'on vient de décrire là avec Caroline Forest, comment est-ce que vous la sentez prendre dans le corps politique français? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un vrai risque de ne plus de réimporter ces notions, ces catégories enfermantes? Ou est-ce que finalement c'est la crainte de quelques intellectuels qui dissèquent des nuances qui ne correspondent pas à ce que les Français ont en tête réellement? Non, mais moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Caroline Forest. C'est-à-dire, je pense que elle a décrit un va-et-vient, elle a décrit son propre va-et-vient à l'époque où elle devait répondre à des marxistes qui lui disaient tout ça, les questions identitaires c'est secondaire, et puis maintenant elle revient. C'est ça aussi, effectivement, la nuance, c'est de bouger, comme elle l'a dit, c'est de dire que les choses changent. Après, si vous voulez, moi sur ces questions-là, justement, j'ai une position assez nuancée parce que, évidemment,
sur le plan il y a de vraies dérives dans l'importation de tout un vocabulaire, de tout un tas de combats, et ça donne lieu à des choses hasardeuses, parfois violentes, qui relèvent aussi parfois aussi de la censure, etc. En même temps, bien sûr qu'il y a nécessité d'avoir une prise de conscience. Quand on dit les woke, c'est justement les éveillés, les gens qui simplement veulent être éveillés par rapport à tout un tas de discriminations. Et je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que discrimination, il y en a, et que c'est tout à fait juste de vouloir être éveillé par rapport à elles, et d'être vigilant, et de les combattre. Simplement, effectivement, il y a à la fois la question de l'importation, et vous parlez de la scène politique. Moi, je pense qu'un des problèmes qui se pose, c'est que la scène politique telle qu'elle est, ça fait partie de l'effondrement dont parlait tout à l'heure Yannick Blanc. Cet effondrement, il est aussi lié au fait que nos catégories sont parfois un peu datées. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter, mais ça veut dire qu'il faudrait trouver justement un juste milieu, là, pour le coup, entre les deux extrêmes. Bien sûr, il y a tout un héritage français, républicain, universaliste, etc., qu'il faut pouvoir préserver. Il y a aussi, sans doute, des choses à pouvoir intégrer. Or, on voit bien que des deux côtés, aussi bien du côté des jeunes militants qui s'emparent des catégories venues parfois du monde anglo-saxon, que du côté de la scène politique traditionnelle française, il y a un malentendu total. Il y a vraiment un dialogue de sourds, parce qu'on a l'impression que les uns et les autres ne parlent plus du tout la même langue. Et justement, c'est aussi sur fond de crise de l'espérance. Je disais tout à l'heure que je voulais insister là-dessus. Moi, je suis très frappé par ça. C'est normal qu'aujourd'hui, il y ait une forme de radicalisation aussi des combats identitaires, parce que, quelque part, il n'y a pas d'espérance. On vit pour la première fois dans un monde où personne ne propose un monde meilleur, juste simplement un monde meilleur. Vous savez, je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait eu, en marge du mouvement, je crois que c'était en marge du mouvement Nuit debout, sur une fac, le mur d'une faculté à Nanterre, quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, a écrit ces mots que je trouve magnifiques. Il y a une autre fin du monde possible. Il y a une autre fin du monde possible. Vous savez, pendant des générations et des générations, et moi on est très nombreux avec les héritiers de cette culture politique-là, pendant des générations et des générations, les jeunes femmes, les jeunes gens qui étaient révoltés par le monde tel qu'il est, par ses injustices, par la précarité, par la pauvreté dont on parlait, par les guerres, par la situation internationale. On n'a pas encore fait allusion à la brutalisation de la scène internationale, mais évidemment, c'est un des facteurs de la brutalisation que nous vivons tous dans nos corps, dans nos vies, dans nos débats. Eh bien, pendant des générations, des militants, ou tout simplement une jeunesse révoltée, avaient l'espoir de créer un meilleur monde, un monde meilleur. C'était juste un autre monde est possible. Le slogan, c'était un autre monde est possible. Quand toute une génération en vient à avoir comme seul espoir une autre fin du monde possible, on n'a pas vraiment encore parlé non plus des sujets climatiques, mais moi je bouge beaucoup, j'ai pas mal de discussions avec des jeunes. J'étais récemment pour la rentrée solennelle de Sciences Po, j'ai eu la chance de parler à toutes les premières années de Sciences Po, mais aussi dans des milieux très différents. L'enjeu climatique est obsessionnel, au bon sens du terme. Enfin, vraiment, les jeunes sont obsédés par la crise climatique, et dans ce cadre-là, eh bien, il y a évidemment, on peut comprendre qu'il y ait des raidissements, qu'il y ait des durcissements, et il faudrait pouvoir, à nouveau, c'est la question de la nuance, tenir au moins deux choses en même temps, se dire c'est normal toute une jeunesse révoltée se cabre et ait envie de lutter contre les inégalités et contre les stigmatisations de genre et autres de façon radicale, parfois de façon injuste, et en même temps il faudrait pouvoir leur tendre la main et organiser une circulation des mémoires. Très souvent on a affaire à une scène politique qui décrit avec pas mal de mauvaise foi et surtout d'ignorance ce qui peut se passer dans certains cercles militants, et on a des cercles militants qui eux-mêmes ont beaucoup ont le fantasme de la table rase et une espèce d'agressivité à l'égard de tout un héritage, de toute une mémoire qu'on ne peut pas jeter. C'est-à-dire qu'on vient quand même on est au XXIe siècle, il y a eu le XXe siècle totalitaire. On sait aujourd'hui qu'aucune espérance ne peut être juste, aucune cause ne peut être juste si au nom de cette cause, on en vient à terroriser, à taire des vérités, à censurer, à canceler, à faire table rase, etc. Donc il faut pouvoir à la fois tendre la main à toute une jeunesse qui se cabre contre un monde contre lequel on n'a plus d'une raison de se cabrer parce qu'il est en part très injuste, et on a commencé par ça tout à l'heure, notamment sur la question économique, et en même temps essayer de faire circuler tout un tas de souvenirs, de mémoires, le bilan du XXe siècle. Et voilà, c'est pas facile, mais aujourd'hui on en est très loin. Je trouve que très souvent sur ces questions, on est obligé de choisir un camp, et que dans les deux camps, il y a une espèce de désinvolture mémorielle ou de fantasme comme ça qui est basé sur l'oubli, l'amnésie, et donc quelque chose qui ne peut pas être porteur d'avenir. Merci beaucoup, Jean.
Dans ce que vous avez dit, j'entends, et c'est revenu à plusieurs reprises dans le panel, la notion d'espoir. Je voulais parler de cette cohésion sociale en reprenant les termes les plus beaux qui définissent une nation, un plébiscite de tous les jours, et c'est précisément ça, de dégager un horizon avec l'ensemble du corps social pour se mobiliser, pour intégrer celles et ceux qui se sentent aux marges ou qui sont mis aux marges, dans le contexte d'une hypertension politique, sociale, économique, dont on a fait la description de façon assez précise. À la veille de 2022, le défi donc, semble majeur. On voit les sondages avec des variations majeures, même dans la famille, si tant est qu'on puisse la décrire comme ça, de l'extrême droite. Ça montre qu'il y a précisément cette espèce d'agitation politique majeure. Tout ça a été posé quand même sur le fond du problème des inégalités économiques. On a commencé par ce point avec Marie-Hélène Grard. Audrey Koenig, je reviens vers vous sur ce sujet parce que même dans les banques d'investissement, même dans les banques de grande fortune, on sait que ce sujet des inégalités économiques est clé. Et Natixis, en l'occurrence, est probablement la banque qui publie le plus de recherches pour documenter ce phénomène. Votre chef économiste parle même depuis plusieurs ouvrages de la dernière chance du capitalisme parce qu'il serait devenu inefficace à produire de la cohésion sociale et donc des résultats de la croissance qu'on serait capable de partager. Comment est-ce qu'on en est arrivé là d'un point de vue, et là je m'intéresse plus à l'analyse économique qui y a derrière le travail du métier de banquier. Comment est-ce que dans ce contexte d'hyper-inégalité, les entreprises elles-mêmes peuvent aussi apporter leurs solutions, parce qu'on attend beaucoup de l'État, mais les entreprises redistribuent elles-mêmes aussi une partie des fruits de leur richesse. Alors je partage effectivement, je pense que le capitalisme tel qu'on l'a vécu est un peu mort. En tout cas, on est proche de la fin. Alors je ne vais peut-être pas revenir sur les raisons, Patrick Artus explique ça mieux que moi, mais il y a plein de raisons qui ont fait qu'on arrive à cette situation. Moi, ce que j'ai envie de regarder, c'est comment est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'entreprise et comment est-ce qu'on peut participer à rééquilibrer ces inégalités. Donc moi je suis dans un secteur particulier, la finance, la gestion de fortune. Ce que je peux vous dire, c'est que la prise de conscience elle est réelle et elle a été accélérée avec la crise sanitaire récente. Alors je ne vais pas revenir sur la participation des banques, mais je pense que c'est quand même à noter parce qu'elles ont été là pour soutenir les entreprises et le groupe auquel j'appartiens a particulièrement aidé les petites entreprises, pas que les grands groupes mais les petites entreprises. Et après, au niveau des fortunes, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la prise de conscience, elle est réelle. Et là, il y a un double jeu. Il y a ce que nous demandent les clients et la nouvelle génération de clients, parce qu'on a quand même des clients dont le profil a vraiment évolué ces dernières années, des gens qui sont de plus en plus jeunes, qui ont des attentes très différentes. Ce que disait Jean, effectivement, c'est que ces gens-là, l'argent qu'ils ont pu gagner grâce à cette économie qui était florissante, qui peut être du digital, des start-up ou autres, ils ont envie de l'utiliser différemment. Et ils ont envie de réinvestir dans l'économie réelle. Ils ont envie de laisser une empreinte ou une marque. Alors à l'époque, c'était la philanthropie. Maintenant, ça peut être des projets divers et variés parce qu'ils ont un intérêt particulier à ces projets. Mais ça peut être, je veux investir dans quelque chose de durable et je veux réinvestir dans quelque chose qui est l'activité réelle et laisser une empreinte. Et donc, c'est vrai que les marchés financiers peuvent connaître certains désintérêt de cette nouvelle génération de clients, mais ils veulent réinvestir dans cette économie réelle. Et c'est là où nous, on peut les aider en tant que banquier. Donc, ce qui nécessite qu'on se forme, qu'on ait cette sensibilité. Et d'ailleurs, c'est là où les jeunes générations nous poussent, nous, à nous renouveler. Donc, on embauche des nouveaux banquiers, on revoit nos modes de management, on leur laisse beaucoup plus d'autonomie et de façon de faire. Mais ces gens-là peuvent accompagner aussi ces clients sur ces nouveaux enjeux et comment est-ce qu'on peut faire pour que ces fortunes s'orientent vers une économie réelle, une économie durable. En tout cas, nous, on ressent cette appétence et ce besoin de laisser ces empreintes-là. Prise de conscience, c'est intéressant. Et vous comprenez pourquoi... Avec culot, nous ont dit certains, on a invité des banquiers de grande fortune pour parler de réduction des inégalités et de cohésion sociale. C'est parce que ça bouge aussi dans la tête des élites économiques. Madame Grarche, Marie-Hélène, je me retourne vers vous pour continuer cette réflexion parce que je me pose une question assez élémentaire. Depuis le début du panel, on a posé le sujet de l'extrême pauvreté, de la précarité, des inégalités comme étant le point d'ancrage, si j'ose dire, du sujet de la cohésion sociale, et je me demande quand même si, d'un coup de baguette magique, on arrivait à résoudre tout ça, si c'était suffisant, et si le mal ne s'est pas installé ailleurs. Je reprends les propos de Jean Birnbaum sur les attentes de la jeunesse, qui exprime un désespoir
criant. 75% des jeunes expriment une forme d'éco-anxiété qui est extrêmement violente. Les femmes se sentent souvent déconsidérées. On l'a encore vu avec des épisodes de féminicide de plus en plus qui restent encore fréquents, presque un peu moins, ça diminue, mais quand même presque une centaine encore cette année. De nombreuses minorités expriment un sentiment d'exclusion qui est terrifiant. On a eu tout un débat sur la considération apportée au territoire. Est-ce que fondamentalement, à la fin du compte, les inégalités socio-économiques, c'est le seul sujet, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui s'est enraciné? Et si on prend l'exemple des jeunes, ce problème de l'attente d'un monde d'après qui ne vient pas, c'était aussi un peu le sujet de l'horizon que nous invitait à réfléchir Jean Birnbaum. Alors, je vais me permettre, je vais répondre à votre question, bien entendu, mais je vais me permettre de revenir un tout petit peu sur le débat qui a eu lieu précédemment. Et comme vous le dites, nous faisons de grands écarts dans ce débat, mais je m'en réjouis. C'est aussi à l'image de notre société, hein. Et je crois que l'un ou l'une d'entre vous disait « nous avons besoin d'un effort collectif ». Et moi, j'ajouterais que nous avons besoin d'une prise de conscience de nos décideurs politiques, une prise de conscience que les décisions politiques doivent être réfléchies avec et à partir des personnes les plus pauvres. Et pour ça, je vais vous reprendre l'exemple que je vous donnais de l'hébergement et du logement. Il est évident que si ces questions d'hébergement et de logement avaient été et étaient réfléchies au quotidien avec les personnes concernées, avec les personnes les plus pauvres, elles vous diraient combien c'est insupportable de pérenniser la précarité, de les laisser sans cesse dans cette précarité. Un hébergement, c'est extrêmement précaire. C'est vraiment rester dans cette précarité au quotidien et donc ne pas pouvoir participer à la société dont nous parlons là. Et ça, c'est vraiment très important. C'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais vous répondre sur les jeunes. Évidemment, dans la situation actuelle, nous sommes très inquiets pour les jeunes. Et pour nous, il y a plusieurs jeunesses. J'aimerais tant qu'il n'y ait qu'une jeunesse et que les jeunes se parlent. Et d'ailleurs, nous y travaillons à ATD Quart Monde. Nous y travaillons par des colocations, c'est-à-dire de mettre ensemble des jeunes qui sont à la fois étudiants à Sciences Po et des jeunes qui sortent du système scolaire avec aucun diplôme, aucun avenir, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain et qui logent ensemble et qui font des choses ensemble, qui bâtissent ensemble des choses. Donc nous y travaillons, mais ça c'est à toute petite échelle, à micro-échelle. Ce qui nous inquiète, c'est de voir ces milliers de jeunes, ces centaines de milliers de jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme, sans avenir. Ça s'est considérablement augmenté avec cette crise sanitaire. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'aucune décision politique n'a été prise pour ces jeunes. Aucune décision politique, c'est-à-dire aucune décision qui va soutenir, qui vraiment va soutenir ces jeunes dans un avenir proche et lointain. Les soutenir dans l'idée de pouvoir enfin être maître de leur avenir, de choisir leur orientation, de choisir la formation vers laquelle ils veulent vraiment aller. Donc ça, c'est pour nous un point très important. Je crois que notre société, notre démocratie ne peut pas aller bien si nous laissons de côté, comme cela, chaque année, plus de 100 000 jeunes. Imaginez, au bout de 5-10 ans, à combien nous en sommes. Ce n'est pas possible de laisser comme ça de côté des centaines de milliers de jeunes. Nous devons arriver à faire société tous ensemble et à avoir des politiques publiques qui prennent en compte chacun dans notre société. Merci Marie-Hélène. Ce que je trouve formidable dans la réponse double que vous nous avez donnée, c'est que fondamentalement, il y a penser avec ou préparer avec les principaux concernés. C'est un de nos motos ici à l'Institut Open Diplomacy, puisque le projet fondateur de l'Institut, c'est quand même d'avoir créé le G20 des jeunes. Et le mantra de ce G20 des jeunes, c'est « Nothing about us without us ». Et on est précisément dans cette logique-là. Ce qui me permet de faire la transition assez naturellement vers Yannick Blanc, parce que je voulais, Yannick, vous interroger un peu sur les conséquences, si j'allais dire, presque politique de cet ensemble de faits démocratiques, socio-économiques. Parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à faire consensus, parce qu'on a
couper le débat en petits morceaux, qu'il est trop complexe, qu'il n'y a pas d'horizon, etc., etc. Et fondamentalement, on est en permanence aussi en train de remettre en cause aussi toutes les innovations démocratiques qui devraient nous permettre de reforger du consensus. Je vais prendre un exemple, c'est le fameux exemple de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un pari un peu étrange de la part d'un élu, donc d'un représentant de la démocratie représentative, de dire temporairement, je vous donne la main de réfléchir en autonomie à ce qu'il faudrait faire pour réaliser un objectif, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% dans un esprit de justice sociale. Et ce processus-là, il devait nourrir en échange la démocratie représentative. C'était une forme de dépossession d'une certaine manière, et bizarrement, à la fin du compte, ça coince, ça prend pas, la boucle n'a pas bouclé. Pourtant, c'était un pari un peu bizarroïde, et je me demande, un peu inattendu plutôt, je me demande du coup, puisque ce type de pari fou, on est aux confins de l'exploration démocratique. Enfin, il y a guère que les Islandais qui ont fait mieux, puisqu'ils ont réinventé toute leur constitution de cette façon-là. Mais enfin bon, l'Islande, c'est quand même pas la taille de la France. Je me demande comment est-ce que c'est possible de recréer une dynamique politique favorable à la cohésion sociale dans ce contexte, où même les innovations les plus poussées sont décriées. Et je m'adresse là autant au commissaire, l'ancien commissaire à l'engagement, qu'au vice-président de la Fonda, dont c'est le métier de penser le rôle du tissu social dans la cohésion nationale. Je crois que ce à quoi on assiste, c'est au fait que les politiques décrochent par rapport au réel. Quand on entend aujourd'hui les annonces des futurs candidats à la présidence de la République, ils sont tous dans l'illusion d'un pouvoir sans contrainte. Je vais augmenter le prix de l'essence de 15 centimes par an. Je vais faire un référendum qui va nous libérer de toutes les contraintes du droit européen. Je prendrai les décisions. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, vous disiez le bénévole qui est engagé dans son association, il travaille à la petite échelle, alors que le politique, lui, il a la vue d'ensemble, il voit les choses en grand. Je suis absolument pas d'accord avec ce diagnostic. Il y a une énorme différence entre la rhétorique politique et l'homme ou la femme qui est engagé dans l'action. C'est que l'homme ou la femme qui est engagé dans l'action, il doit faire avec le réel. Je reprends l'expression du philosophe Yves Citon qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Faire avec ». C'est remarquable. Être dans le réel, se heurter au réel, c'est être sans arrêt dans un travail d'analyse, de négociation. On cherche des compromis. Ça peut être avec des gens, ça peut être avec des adversaires, ça peut être avec des partenaires, ça peut être avec des actionnaires ou des salariés. C'est ça le réel. Reprenons l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. L'objet de cette convention, c'était de permettre à des citoyens ordinaires, représentatifs tirés au sort, de s'approprier le savoir expert sur le climat et de montrer que ce que disent les experts n'est pas un savoir ésotérique, mais qu'il peut être compris et traduit en volonté d'action par des citoyens ordinaires. Et l'exercice a été formidablement réussi. On a vu ces 150 citoyens maîtriser, à force de travail, de week-ends consacrés à ça, maîtriser la grande complexité des problèmes du climat et faire une série de propositions en s'étant approprié cette complexité. Le président de la République a commis l'erreur de dire « je reprendrai vos propositions sans filtre ». Mais après les propositions de la Convention citoyenne, tout le travail politique restait à faire. C'est-à-dire, une fois que vous avez analysé l'ensemble des contraintes, que vous avez pris la mesure du danger climatique et qu'avec un travail d'intelligence collective, vous en tirez une série de décisions à prendre, après, il faut les négocier, ces décisions. Chacune des propositions de la Convention citoyenne pour le climat a des conséquences, pose des problèmes, heurte des intérêts. On ne peut pas raisonnablement penser pour exercer le pouvoir si on n'a pas les outils pour s'affronter au réel et donc confronter les intérêts, chercher les compromis, fabriquer les chemins critiques qui vous mènent de la situation A à la situation B. Aujourd'hui, tout le discours politique entretient l'illusion d'une capacité d'action qui serait instantanée. Il suffirait d'avoir de la volonté politique. Ça fait 30 ans que j'entends cette expression, elle m'horripile complètement. Non, la volonté politique ne suffit pas. La volonté, c'est de s'attaquer à la réalité telle qu'elle est, de faire avec la réalité. Et je répète que ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'au plus près du terrain, le responsable associatif, le chef d'entreprise, le maire, ce sont des gens qui, tous les jours, font des compromis, font des coalitions, vont chercher des alliés, parviennent à transformer la réalité. Et il y a aujourd'hui, dans notre pays,
une formidable vitalité démocratique sur le terrain. Les gens cherchent à faire communauté, les gens cherchent à se retrouver pour agir. Et ce phénomène-là, quand on observe le terrain, on le voit partout, il n'a pas son équivalent au niveau national parce qu'il y a, pour tout un tas de raisons, avec les suspects usuels que sont les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux, il y a une espèce d'ivresse collective de la radicalité des opinions. Absolument. Les opinions radicales, c'est un opium, c'est une anesthésie, ça évite de se confronter à la complexité du réel. Merci beaucoup, Monsieur Blanc. Mais Yannick, je me permets juste un élément, c'est que quand je faisais la distinction tout à l'heure entre gouvernants et militants, c'était pas tant sur... parce qu'à mon avis, ils suivent tous les deux cette maxime de Bergson qui est agir en homme de pensée et penser en homme d'action, simplement à des niveaux d'échelle différents. Mais le décrochage du réel ayant été évacué de l'impératif de cette conversation, je clôt et je me tourne vers vous, Caroline Fourest, parce que précisément dans une démocratie, en tout cas c'est l'esprit républicain depuis plusieurs siècles maintenant, avec cette formule de Renan que je reprenais tout à l'heure, la nation, le plébiscite de tous les jours. Normalement, le moment électoral, c'est un moment où on devrait avoir cette cristallisation des projets, par capillarité, avoir toute cette forme d'engagement qui forme un projet politique qui se dessine pour le pays et que, à ce moment-là, on choisisse. Et l'opium des opinions radicales semble un peu pervertir ce moment-là. Je me demande, du coup, si c'est pas 2022 notre grand moment politique, c'est quoi? Puisque si l'élection présidentielle, c'est le moment du désenchantement démocratique, c'est quoi le grand moment politique qu'on peut attendre? Et si tant est que ça soit un moment, et peut-être que c'est un procédé, un processus... Non, mais d'abord, les élections, par définition, simplifient les enjeux, parce qu'il faut bien qu'ils passionnent les citoyens au point de s'affronter, de faire affronter des projets, et il faut quand même avoir conscience, et je pense qu'on a tous conscience, que plus le projet est simple, plus il parle évidemment à ceux qui n'ont pas le temps, soit parce qu'ils sont abrutis de travail, soit parce qu'ils sont en très grande difficulté, qui n'ont pas le temps d'aller chercher cette complexité. Il faut aussi un certain confort pour pouvoir chercher la complexité et pour pouvoir l'approcher. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Yannick Blanc, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie publique aussi sur expliquer aux gens à quel point gouverner, c'est se confronter au réel, c'est se confronter avec des partenaires, avec des contraintes, c'est d'essayer de trouver des compromis, parce qu'on est dans un moment... Et ça rejoint ce qu'on disait aussi sur la puissance. La montée en puissance du privé et des associations est le symptôme du fait que le pouvoir a changé de lieu. Nous vivons avec un mythe en tête qui est que le politique a le pouvoir. Or, le politique et les États-nations ont perdu ces dernières années considérablement le pouvoir au profit du privé, de l'économique. Et donc, par définition, les gens le comprennent bien qu'il est aujourd'hui plus facile de transformer le monde, en tout cas plus efficace de transformer le monde en s'engageant soit dans le privé, soit dans l'associatif, qu'en s'engageant en politique. Les partis politiques, ne choisissent même plus les candidats aux élections. Donc c'est pour vous dire à quel point tout ce qui était les syndicats n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant. Donc par définition, vous avez ce transfert de pouvoir qui va d'ailleurs, parce que quand même, heureusement, le monde est bien fait, avec aussi ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, sur le surcroît de responsabilité des entreprises. C'est bien parce qu'elles ont conscience d'avoir beaucoup plus de pouvoir sur le réel aujourd'hui que les États, qu'elles sont obligées d'être beaucoup plus citoyennes, de beaucoup plus écouter des consommateurs qui sont de plus en plus des consommateurs citoyens. Il y a 20 ans, j'avais écrit un livre sur le boycott comme arme citoyenne, et je pensais qu'on viendrait à cette situation où aujourd'hui les entreprises ne pourraient plus s'affranchir de la question des valeurs à cause de ce transfert de pouvoir. On y est. Mais donc ça, c'est une première forme de transfert. Ensuite, vous avez la question de la polarisation du débat public. Et là, c'est parce qu'on vit une transformation cognitive incroyable et technologique dont nous n'avons pas tout à fait mesuré les effets. On l'a bien mesuré lors de la dernière élection présidentielle américaine, et on va bien vivre la même chose ici. Tout est à l'œuvre exactement de la même façon. C'est-à-dire que nous ne nous politisons plus de la même manière, nous ne nous informons plus de la même manière, nous vivons dans des bulles où les biais d'information et les biais cognitifs sont accentués par le phénomène des réseaux sociaux. Donc nous ne vivons plus dans les mêmes vérités. Donc par définition, la passion de la radicalité qui d'un côté masque l'impuissance publique, cherche à masquer l'impuissance publique, se rajoute la passion de la radicalité qui est liée à nos nouveaux modes de débat. Absolument. D'où l'extrême polarisation qui est en train de traverser toutes les grandes démocraties. Les pays autoritaires ont moins ce problème, mais les grandes démocraties sont en train de pouvoir se suicider
vraiment, sont capables de vouloir se précipiter dans les bras des autocrates, des autoritaires ou des passionnés de radicalité, parce qu'ils proposent quelque chose de simple et au fond de stable, qui donne le sentiment de la puissance et qui du coup donne le sentiment de rassurer. Merci Caroline Forest. En disant ça, vous avez ouvert, j'ai eu plein de questions qui m'ont été posées à l'oreillette par notre public, et il y en a au moins 2 qu'on peut tracer à partir de votre dernière intervention. Alors, comme il nous reste 20 minutes, je vais poser chacune de ces 2 questions à 3 panélistes. La première, c'est sur cette notion du pouvoir qui semble ne plus s'exercer de la même manière. Et Yannick, vous avez employé tout à l'heure le mot de coalition, qui me paraît être au cœur d'énormément de réflexions, et d'ailleurs au cœur même de la façon dont nous-mêmes nous avons conçu cet événement, dont la Fonda fait partie de l'écosystème. Et cette notion de coalition, de pouvoir additionner pouvoir politique, engagement citoyen, pouvoir économique, rôle des partenaires sociaux, rôle aussi des intellectuels au sens strict pour éclairer aussi la voie. Je me demande comment est-ce que, si j'ose dire, chacun d'entre vous, vous le vivez de votre point de vue. Alors, je vais poser d'abord la question à Marie-Alette Grard. Est-ce que ATD Quart Monde fait partie de coalitions dans lesquelles on ne trouve pas que des ONG, mais aussi des entreprises ou des collectivités? Est-ce que Audrey Natixis fait partie de coalitions dans lesquelles on ne trouve pas que des établissements, des entreprises privées ou même des établissements financiers, avec des associations, voire même des citoyens, des syndicats? Est-ce que Yannick, la Fonda, qui est un think tank, fait partie de coalitions dans lesquelles il n'y a pas que des intellectuels, mais aussi des faiseurs, si j'ose dire? Voilà, même question, trois prismes différents, et on commence par vous, Marie-Alette. Oui, bien sûr, nous ne travaillons pas qu'avec des ONG qui luttent contre la grande pauvreté, sinon ça serait complètement réduit. Et depuis de nombreuses années, par exemple, nous faisons partie de coalitions, par exemple, nous sommes partie prenante du pacte du pouvoir de vivre, donc avec des syndicats. Et pour nous, travailler, réfléchir avec des syndicats est quelque chose de très important. Mais de même, de pouvoir réfléchir avec des chefs d'entreprise, de pouvoir réfléchir. Non, c'est vraiment très important pour nous. Essentiel. Si nous voulons bâtir cette société qui n'oublie personne, il faut que nous ne restions surtout pas dans notre petit canal, si je peux m'exprimer ainsi, de la grande pauvreté. Il faut que nous soyons avec toutes les autres forces vives de la société et qu'ensemble nous réfléchissions aux possibilités d'agir ensemble. Merci Marie-Alette. Audrey, dans l'ordre que j'ai esquissé tout à l'heure, pardon, la question est peut-être un peu inattendue, mais elle a le mérite de se poser puisque c'est exactement ce qui émerge du débat. C'est vrai qu'on est poussé. Alors nous, il y a ce qu'on fait au titre corporate en termes d'échange. Maintenant, c'est plus les démarches individuelles qu'on peut avoir chacun à notre niveau, de s'ouvrir justement à d'autres milieux et de ne pas rester dans notre propre milieu qui est celui de la finance ou de la gestion de fortune, et d'avoir ces échanges-là. C'est vrai que c'est pas naturel. Je pense qu'on a tous tendance à rester dans nos milieux et regarder ce que font nos pairs. Donc les échanges sont avec nos pairs. Mais là, je reviens à ce que nous demandent nos collaborateurs. Et moi, j'ai pris ce poste il y a peu de temps. Il y a des vraies attentes de nos collaborateurs qui viennent vers nous avec des idées et des envies de faire. Il y a surtout nos clients qui nous poussent beaucoup à nous ouvrir, et c'est par eux finalement que viennent ces échanges. Et Audrey, peut-être ce que vous dites est intéressant parce que vous distinguez le niveau de l'organisation et le niveau des individus qui la composent. Et vous dites essentiellement vos collaborateurs ont une soif d'engagement. Et c'est vrai que la première fois qu'on a noué un partenariat avec Natixis 3 ans en arrière, c'était précisément dans la logique de faire participer des jeunes de Natixis à ce G7, ce G20 des jeunes qu'on avait élaboré. Et il y avait l'envie, dans la marque employeur, d'offrir plus que la marque, que la fiche de poste, offrir la fiche d'engagement d'une certaine manière. On l'a senti dans votre entreprise. Comment est-ce que ça se traduit 3 ans plus tard, ça, concrètement? Est-ce que c'est quelque chose qui est systématique? Est-ce que vous travaillez avec des réseaux d'associations, typiquement? Oui, il y a des démarches qui sont faites par différentes structures, parce qu'il y a BPCE, il y a Natixis, puis des structures individuelles. Nous, on est en train de regarder, effectivement, comment est-ce qu'on peut... faut déjà définir ses valeurs, ce qui n'est pas forcément évident, parce que quand on m'a dit c'est quoi les valeurs de Natixis Wealth Management, donc là on est en train de travailler dessus.
Moi, je suis plus sur, vous savez, les démarches RSE ou ESG, je suis plus sur le S, puisque je pense que l'impact qu'on peut avoir, j'y crois beaucoup moins sur l'aspect green, où bien souvent, c'est des démarches où on n'a pas une vraie contribution. Sur le sociétal, on peut l'avoir. Et en fait, nos collaborateurs nous demandent juste, mettez-nous des petites enveloppes à disposition. Et nous, on a envie de mener des projets. Donc, c'est des projets que les gens vont porter à titre personnel, mais où l'entreprise peut participer en y contribuant. Souvent, c'est financier. Moi, j'encourage mon comité de direction à s'engager personnellement sur son temps dans ce genre de démarche. C'est une forme de bonus social pour des dirigeants. Social, oui. Hyper intéressant. Yannick, je me retourne vers vous pour la troisième bloc de cette question sur le rôle que jouent les think tanks dans les coalitions d'action dont vous avez parlé tout à l'heure. Nous, à la Fonda, depuis 10 ans, nous ne faisons que cela. C'est-à-dire outiller les acteurs associatifs pour les aider à faire des stratégies de coalition, de ce qu'on appelle, en langage un peu savant, les stratégies d'impact collectif, des choses efficaces. D'abord, nous ne travaillons qu'avec d'autres. Aujourd'hui, nous travaillons sur la création de valeur sociale avec les centres sociaux, avec plusieurs expériences de territoire zéro chômeur de longue durée. Nous réfléchissons sur les questions de la société inclusive en travaillant avec l'UNAPI, avec le monde du handicap. Et puis, nous avons un programme dans le cadre des objectifs du développement durable. Nous avons un programme qui s'appelle Faire ensemble 2030 et nous sommes en train d'élaborer, à partir d'expériences de terrain, un guide pratique du faire ensemble. C'est-à-dire, nous essayons d'élaborer des outils méthodologiques de la coalition parce que ça ne suffit pas de dire il faut avoir des partenaires, il faut s'ouvrir, il faut agir en coalition. Ça suppose de la méthode, ça ne va pas de soi. Il faut respecter les identités, les intérêts des uns et des autres. Quand on fait une action collective, il faut que chacun y trouve un bénéfice. Mais il faut aussi qu'il y ait une utilité qui dépasse la somme des bénéfices que les uns et les autres en retirent. Et ça ne se fait pas juste avec de la bonne volonté. Ça demande de la méthode, ça demande une vision échelonnée dans le temps. Il y a des résultats qu'on peut obtenir tout de suite. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Il faut installer la confiance. La confiance, ce n'est pas une invocation magique. Ça se construit dans l'action. Et donc ça, c'est de la méthodologie. Et c'est le travail même de la Fonda que d'élaborer cette méthodologie, de l'expérimenter. Et je l'espère très bientôt de pouvoir la diffuser. Je vous ai servi du Bergson tout à l'heure. Là, je vous sers du Leibniz. Inventer un tout supérieur à la somme de ses parties. C'est le résultat de cette culture rhizome. J'emprunte ces termes à Christiane Taubira que nous recevions ce matin. Passionnant sujet de la mise en réseau. Caroline Forest, dans votre conclusion tout à l'heure, vous avez évoqué un autre sujet passionnant. C'est précisément l'autre problème des réseaux, ceux qui sont dans nos smartphones, qui, au lieu de nous mettre en réseau, nous mettent dans des bulles. Et même méthode, je vais poser la question à vous et à Jean Birnbaum. Vous qui êtes des producteurs d'idées et des passeurs d'idées, les deux à la fois, parce que c'est difficile d'être l'un sans l'autre, comment est-ce qu'on peut être un intellectuel au XXIe siècle alors que justement les idées circulent quand elles sont virales et elles s'arrêtent quand elles sont nuancées? D'abord vous, Caroline Forest, et ensuite Jean Birnbaum. Non, mais d'abord, on essaie de lutter contre le temps court soi-même en essayant d'être à la fois connecté à son siècle, connecté au monde extérieur, voir quelles sont les passions qui l'agitent, et puis prendre du recul, de la distance, pour fabriquer des outils intellectuels, des outils conceptuels qui vont, dans le temps qui est imparti par ce monde très rapide, pouvoir éclairer et pouvoir amener un peu de complexité. Donc c'est un va-et-vient permanent. On met les mains dans ce cambouis, on se retire, on essaie de se clarifier et on essaie de ramener cette clarté dans la rapidité du monde. Et on essaie aussi d'avoir un impact, évidemment, sur les acteurs politiques, les acteurs associatifs, les acteurs économiques. C'est beaucoup plus difficile, honnêtement, parce que la passerelle avec les acteurs économiques il y a beaucoup plus de distance avec le monde économique. Mais vous voyez comment nos débats qui peuvent paraître parfois un peu des débats d'enfants gâtés, et ils le sont. Par exemple, le débat sur est-ce qu'il faut, pour inclure, choisir la voie de l'universalisme et aller au bout, pas de l'universalisme qui cache le statu quo, l'universalisme qui veut vraiment lutter contre les discriminations, ou la voie du droit à la différence et par exemple on va dire quand même du modèle américain au sens flattons juste les différences et la diversité. C'est pas qu'un débat philosophique, parce que c'est un débat pratique aussi. Ça a des conséquences pratiques. Certes, c'est un débat qui se passe dans les plus hautes universités, qui concerne la jeunesse dorée. Clairement, la jeunesse populaire et précarisée ne se pose pas ces questions. On ne va pas se mentir. Mais au sein de la jeunesse dorée,
Une fois qu'on a tranché ce débat, cette jeunesse dorée, elle va prendre des postes dans la Silicon Valley, elle va prendre des postes dans des banques, elle va prendre des postes dans le monde qui, en fait, a le pouvoir, qui est le monde économique. Et si elle décide qu'au fond, il est plus important d'utiliser l'argent de ce pouvoir économique pour faire des projets qui font plaisir sur la question de la diversité, mais qui, en fait, concernent 4 personnes ou un tout petit monde, au lieu de se poser la question de comment on inclut des personnes handicapées dans une entreprise, au lieu de se poser la question en profondeur de la responsabilité sociale, de la responsabilité environnementale, même si je fais une parenthèse, je suis convaincue que c'est effectivement une cause qui est tellement à cœur de la jeunesse qu'il y aura une très grande responsabilité environnementale du monde économique dans les années à venir. Mais avec les limites, parfois. Il ne faut pas que ce soit du greenwashing, encore une fois. Donc en fait, ce débat sur dire « soyez vigilants », c'est plus facile pour vous de dire « on fait des diversités », mais au fond, c'est un peu artificiel. Ce débat de dire continuez à avoir l'espérance, continuez à croire que vous pouvez fabriquer vraiment du commun et de l'inclusion au sens faire en sorte que chacun ait le droit de s'auto-énoncer, de dire qui il est, de ne pas se sentir regardé par l'autre comme étant uniquement ce que l'autre voit, en étant regardé pour son talent individuel. C'est quand même ça un enjeu pour le monde économique, que tous les talents individuels soient cultivés, qu'ils puissent pousser sans barrière, sans plafond. C'est ça l'universalisme. Ne pas nier les discriminations et ne pas assigner les gens. C'est très philosophique, mais c'est très ambitieux. Oui. Et comme on a peu de discussions avec le monde économique parce que c'est très philosophique, souvent c'est le versant plus pragmatique qui l'emporte, mais le versant pragmatique, il peut aussi cacher des politiques très superficielles de diversité qui, au fond, vont masquer l'abandon de grands chantiers pour utiliser ce pouvoir économique au service de la lutte pour l'égalité. Les idées mènent le monde, ça, on n'a pas de doute. En tout cas, elles sont plus difficiles à faire circuler quand elles passent par un tweet ou par une réponse élaborée de 4 minutes. Ça, c'est certain. Je prends ce chiffrage temporel pour me tourner vers vous à nouveau, Jean Birnbaum, puisque le courage de la nuance, c'est aussi le courage de savoir prendre le temps d'expliquer. Je le disais tout à l'heure, ces effets de réseau sont des effets de saturation de la radicalité. Viralité, radicalité, ça rime parfaitement. Comment est-ce qu'on peut faire ce métier de journaliste à l'heure où le temps est à la dépêche plutôt qu'à l'essai ? Oui, de journalistes ou tous les gens qui sont sur le plateau et qui nous regardent sans doute sont dans le même cas. C'est-à-dire effectivement, on est dans un moment où les réseaux sociaux peut-être ne créent pas, mais sont une sorte de miroir vénéneux ou d'accélérateur vénéneux d'un phénomène de fond, qui est une espèce dont on parlait tout à l'heure, de brutalisation, où toute idée risque immédiatement d'être reprise dans une espèce de spirale vindicative du clash, de la meute ressentimentale, etc., etc. Et moi, finalement, ça m'intéresse parce qu'effectivement, j'ai voulu, par mon livre, faire quelque chose d'un peu, une espèce de geste de loser, quoi, c'est-à-dire opposé à cette espèce de spirale d'accélération violente des vieux grimoires, quoi, en fait, des vieux auteurs que je cite, Albert Camus, Hannah Arendt, des gens comme ça, ou Orwell. Et en fait, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que je pense que ce débat-là rejoint tous les débats qu'on a eus juste avant, parce qu'on a bien vu que depuis le début, on est tous dans un va-et-vient entre le faire avec, les valeurs, et puis dans un grand doute, une grande incertitude sur l'avenir. Et en même temps, et Caroline Forest parlait du suicide des démocraties. Je pense qu'en fait, c'est la même chose. À chaque fois, ce qui est en cause, c'est ce geste que moi j'ai essayé de faire à ma petite échelle, mais qu'on essaye tous de faire, c'est-à-dire de miser sur une sorte de force vulnérable. Vous savez, je pense que bon, quand les djihadistes, on y a fait allusion tout à l'heure, quand les islamistes ou les djihadistes visent les démocraties, visent l'Occident, visent l'Europe, presque malgré elle, et désignent un nous qu'on n'a pas tellement envie d'incarner, quand ils disent « vous aimez la vie comme nous aimons la mort », bon, mais ils nous obligent à assumer une sorte de nous compliqué. On n'a pas envie de dire nous, parce que tout de suite, dire nous, c'est être dans l'exclusion, on va commencer à délimiter ce nous, à stigmatiser, etc. Mais en fait, ils nous obligent ils désignent quelque chose de fragile. Et je pense à cette phrase de Raymond Aron à laquelle je pensais en vous écoutant, qui disait je crois à la victoire finale des démocraties, mais à condition qu'elles le veuillent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure du volontarisme, de la mobilisation, de l'engagement, du faire avec. Eh bien, on parle aussi en permanence d'une zone, on parlait des syndicats, enfin tout ça, c'est ce qu'on a appelé longtemps le mouvement ouvrier. Aujourd'hui, on a à peine à savoir à se rendre compte ce que ça pouvait être le mouvement ouvrier. Eh bien, tout ça était quand même l'excroissance, le prolongement, l'avatar de la culture européenne, des salons, des lumières, du droit, etc. Et je fais un immense détour qui a l'air complètement loufoque, mais en fait, c'est pour dire que
finalement, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans tous les thèmes qu'on a abordés, je pense qu'une des choses à penser, c'est que bien sûr, il y a de la fragilité, bien sûr, il y a du doute, bien sûr, jamais nos démocraties, cet espace de pensée, de faire, de pratique, de gestes, de mœurs, etc., dans lesquels nous avons grandi, n'a été aussi marginalisé. Peut-être qu'on va s'apercevoir de plus en plus que la culture européenne et ce qu'on appelle l'Occident aura représenté à l'échelle de l'histoire quelque chose comme une petite parenthèse et va apparaître de plus en plus comme une espèce de petite culture locale, mais c'est pas sûr. Et en fait, aussi bien sur les réseaux sociaux, quand on peut miser sur quelques vieux textes, etc., pour faire une sorte de cran d'arrêt ou faire barrage à une accélération du tweet cheap et vénéneux, et bien que dans l'absolu, dans une sorte de lutte de valeurs et d'engagement politique, je pense que pour embrasser tout ça, il faut se dire, voilà, nous allons miser sur une force vulnérable qui est celle des démocraties, qui peuvent effectivement se suicider, qui peuvent s'effondrer. On a dit l'effondrement, on a commencé tout à l'heure par Yannick Blanc à parler d'effondrement du système politique, mais c'est intéressant parce que nous vivons dans cet espace si particulier, si fragile, où on considère que le pouvoir est un lieu vide. C'était la formule de Claude Lefort. Les démocraties, ce sont ces régimes tellement bizarres où personne ne doit pouvoir mettre la main sur le pouvoir est un lieu vide, et où toute notre pensée, toute notre réflexion, tous nos engagements sont centrés sur la question justement de l'incertitude, du doute, et de ce que Aron appelait l'héroïsme de l'incertitude. Voilà. Peut-être qu'une des choses qu'on doit pouvoir faire, ça a l'air très abstrait, mais je pense que ça peut guider nos actions dans plein de domaines différents, c'est admettre la fragilité dont nous sommes de plus en plus porteurs, et avoir en tête que cette fragilité peut être en dernière instance une force. Je crois à la victoire finale des démocraties, disait Raymond Aron, au pire moment, mais à condition qu'elle le veuille. Merci Jean Birnbaum, ça ajoutera une dernière touche géopolitique à cette réflexion organisée par l'Institut Open Diplomacy qui n'oublie pas que le monde nous regarde et qu'il y a certains États autoritaires qui se passionnent de voir notre esprit de la nuance dont ils se sont bien passés. Caroline Forest, merci beaucoup. Yannick Blanc, vice-président de la Fonda, ancien haut-commissaire à l'engagement civique, merci également. Audrey Koenig, directrice générale de Natixis Wealth Management, merci beaucoup. Marie-Alette Grard, présidente d'ATT Quart-Monde en France, merci également à vous. On arrive au terme de cette conversation finale. J'ai évité le mot de conclusion. Puisque nous allons nous arrêter là pour cette journée passionnante co-organisée avec Montpellier Business School. Merci à cette école, merci à leurs enseignants-chercheurs, merci à leurs étudiants qui se sont mobilisés toute la journée depuis l'Occitanie. Nous sommes ici en direct de la Maison de l'Europe de Paris. Et puisque Jean Birnbaum nous invitait à faire vivre l'esprit européen et d'une certaine manière l'aspiration occidentale, je rappelle que ces rencontres du développement durable sont organisées dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et que si ces débats vous inspirent et que vous souhaitez apporter votre pierre au prochain édifice européen, vous pouvez vous glisser sur cette plateforme en ligne de concertation civique, de débat, de démocratie délibérative pour pouvoir prolonger ces réflexions par l'action. On s'arrête dès à présent. Merci à tous nos intervenants et nous retrouvons dans quelques minutes Nyagoy Nyongo, directrice générale de Fairtrade International pour un dernier échange en anglais sur les perspectives plus mondiales de ces réflexions sur les inégalités. À tout de suite, rendez-vous à 18h50.